sommet sur la coopération sino-africaine, ça se passe à Johannesburg du 4 au 5 décembre avec comme comme sujet de discussion l'avenir des investissements chinois sur le continent. Plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'apprentissage dans les centres de formation professionnelle, pilotés par le projet de développement des compétences et emplois des jeunes, concerne les secteurs de l'élevage, de l'agro-industrie, des mines et de l'artisanat. Et toujours dans la mouvance de la conférence sur le climat COP21 qui se tient à Paris, nous allons découvrir ce soir la contribution de Mali à la rencontre et aussi à la lutte contre le réchauffement de la planète. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Forum sur la coopération sino-africaine. Ça se passe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dirigeants africains et chinois discuteront pendant 2 jours de leurs relations économiques et commerciales. Des décisions plus concrètes qui impacteront immédiatement sur le quotidien des populations seront prises au cours de cette rencontre. Le président de la République est arrivé à Djobour, envoyé spéciaux Ibrahima Traoré et Dembawan. C'est à 11h heure locale que l'avion présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Lanseria de Johannesburg. Après la COP21 à Paris, le président de la République vient participer au forum de coopération sino-africaine. Un rendez-vous économique qui mobilisera autour du président chinois plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement africains. Ensemble, les deux parties entendent discuter et de mettre en œuvre très vite de grands projets de développement. Que le sommet de la Chine se tienne ici est un signe fort de l'intérêt et de la considération de la Chine pour le continent africain. Rien d'étonnant à cela. Et puis le choix de Johannesburg n'est pas fortuit. On sait que la Chine fait partie des BRICS, ces pays émergents, dont l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil et l'Inde. Je pense que nous aurons, avec le président Xi Jinping, à explorer toutes les voies de communication qui s'offrent à notre relation avec ce grand pays, cette grande puissance, que ce soit à son niveau à lui, on aura des décisions plus fortes et plus concrètes et d'application plus immédiate. C'est tout l'intérêt. Je pense que au plan bilatéral, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec la Chine déjà, mais qu'au niveau continental également, les grandes questions, notamment celle contre le NEPAD, qui concerne les infrastructures qui nous intéressent beaucoup en Afrique, les liaisons ferroviaires, les liaisons autoroutières, tout ce qui peut faire que le continent soit lié en son sein, que les différents pays commercent entre eux, que l'aller et venir soit facilité par tous les moyens modernes. Et également aussi, nous avons des grands projets d'énergie. Même la COP21, nous avons dit notre intérêt pour ce secteur-là, car rien n'est possible d'entreprendre sans énergie. Je crois que la Chine a une grande expérience et il ne sera pas inintéressant d'échanger avec le président Xi Jinping. Il y a aussi le vaste domaine de l'agriculture, où la Chine a fait des progrès immenses. Nourrir aujourd'hui ces 2 milliards 200 millions de population n'est pas une chose facile. Elle a donc, dans ce domaine-là, acquis une expérience qui nous sera fort utile en termes de recherche agricole, en termes de semences améliorées, en termes de variétés nouvelles, adaptables au climat, adaptées au climat. Tout cela fait de la rencontre ici d'un intérêt particulier. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse et d'une forte délégation, fonde beaucoup d'espoir sur ce forum de coopération sino-africaine. En marche des travaux, il aura plusieurs entretiens avec ses pairs du continent, mais aussi et surtout avec le président chinois. Nous aurons à dire au président Xi Jinping, d'abord, nous, Maliens, on s'est plus ému par la perte de 3 éminents chefs d'entreprise chinois qui ont perdu hélas la vie au Mali en l'affaire de Radisson. Une rencontre à laquelle nous venons avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme et en ayant déjà engrangé pas mal dans la cohésion bilatérale, notamment à la suite de mon voyage à Tianjin.
Ce forum est aussi une occasion pour la Chine d'annoncer sa politique africaine pour les 3 ans à venir. La rencontre devra aussi repenser la coopération sud-sud et donc sino-africaine en premier lieu. Aussitôt arrivé, le président de la République a rencontré son homologue chinois pour une séance de travail élargie aux 2 délégations. Plusieurs décisions ont sanctionné la rencontre. Il s'agit notamment de l'engagement de la Chine à soutenir le Mali dans des projets de développement. Il s'agit du financement de la centrale solaire de Kati pour 82 milliards de francs CFA, de la finition des travaux de l'université de Kabbalah et du financement du projet Mali numérique 2020. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a, au cours de la rencontre, salué cette coopération exemplaire avant de présenter à son homologue chinois les condoléances du peuple malien suite à la mort de 3 Chinois dans l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions de demain. La Chine, qui occupe donc une très grande place dans les investissements et aussi le commerce dans le continent, ce sommet permettra de consolider ses liens avec les pays africains. Envoyés spéciaux, Khadija Toukone, Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Demba Wana. Organisé par les présidents chinois et sud-africains, le sommet Chine-Afrique permettra d'aider les pays africains à réaliser leurs rêves d'industrialisation et d'intégration économique. Ce sommet permettra également de parvenir à la prospérité et au développement de la Chine et de l'Afrique. Il y avait un plan d'action 2013-2015 qui portait sur une annonce d'un investissement de 20 milliards de dollars en Afrique. Mais déjà en fin 2013, il a été constaté que la moitié de ces sommes avaient déjà été mobilisées. Donc la Chine a augmenté ce montant à 30 milliards. Et donc le sommet qui va commencer maintenant, qui va porter sur la période donc allant jusqu'en 2018, donc 2015-2018, la Chine a fait l'annonce de 100 milliards de dollars d'ici 2020. On peut s'attendre à ce que les volumes soient encore beaucoup plus importants. C'est pourquoi lors de sa tournée africaine en 2013, le président chinois avait qualifié les relations sino-africaines de vraies, sincères, proches et honnêtes. Le Mali, qui participera à ce sommet, ne fera que renforcer davantage sa relation avec la Chine. Pour rappel, lors de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Chine au mois de septembre 2014, la Chine a octroyé à notre pays un don de 18 milliards de francs CFA et a consenti un prêt sans condition de 8 milliards de francs CFA. La Chine est aujourd'hui présente dans tous les chantiers du développement socio-économique du Mali, à savoir l'industrialisation, la santé, l'agriculture, l'éducation, la sécurité, la communication et les infrastructures. Ce sommet marque donc une étape très importante dans les relations Mali-Chine. La Chine a été à nos côtés depuis les premières heures de l'indépendance. Vous savez bien que cette année, nous avons fêté le 50e anniversaire de la coopération Mali-Chine. Et les ambitions de la Chine sont énormes vis-à-vis de l'Afrique en général et vis-à-vis du Mali en particulier. Donc cette coopération est en train de s'étendre de plus en plus encore vers la paix, la sécurité et la stabilisation du Mali. La première mission en Afrique dans le cadre du maintien de paix et de sécurité a été la mission de la Chine dans le cadre de l'aménagement au Mali. Et donc vraiment c'est une coopération privilégiée par la Chine d'une qualité exceptionnelle. C'est donc ici à Johannesburg que se tiendra le sommet Chine-Afrique, c'est 4 et 5 décembre. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, prendra part à ce sommet et le thème retenu est « La Chine et l'Afrique avancent ensemble, coopération gagnant-gagnant pour un développement commun ». Nous poursuivons avec ce message de condoléances du président de la République à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je suis profondément affligé par l'attaque terroriste perpétrée contre le camp de l'aménagement à Kidal le 30 novembre 2015, occasionnant le décès de 2 casques bleus et d'un contractuel de l'aménagement, ainsi que plusieurs blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à vous et aux familles des victimes durement éprouvées, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'aménagement, mes condoléances les plus émues.
Je prie pour le repos de l'âme des disparus et souhaite ton rétablissement aux blessés. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et réitère son appel pour la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin d'endiguer le phénomène du terrorisme à travers le monde et tout particulièrement au Sahel. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération. Le Premier ministre Modibo Keïta a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Brésil au Mali. C'était une visite de courtoisie de João Alberto Dourado. Les deux personnalités ont ainsi abordé plusieurs sujets relatifs à la coopération entre le Mali et le Brésil. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Nous sommes très heureux de cette coopération que nous avons développée avec le Mali. C'est une coopération dans l'espace sud-sud qui est exemplaire, tant pour les Maliens et comme pour nous, Brésiliens. Nous avons beaucoup à apprendre avec le Mali. Le Mali c'est un pays ancestral, le siège de plusieurs empires dans le passé et des civilisations et qui ont développé une technologie, on peut dire comme ça, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la céramique, de l'artisanat, dont nous avons besoin vraiment au Brésil. Et nous avons apporté vers le Mali de notre technologie en agriculture, en développant des semences qui résistent à la chaleur, à la sécheresse. Pour la production cotonnière, ça sera un premier étage et nous espérons que cette coopération avance sur d'autres secteurs et nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir partager avec le Mali ce type d'expérience. Le conseil de cabinet s'est réuni ce jeudi 3 décembre 2015 à la primature sous la présidence du Premier ministre, M. Modibo Keïta, et a examiné des projets de texte au titre de la primature. Sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement, le conseil de cabinet a examiné des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication TIC et des postes AMRTP. Les présents projets de texte visent à réaménager l'organisation, les modalités de fonctionnement, ainsi que les missions des différents organes de l'AMRTP en les dotant de réels pouvoirs de régulation. La réorganisation de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication TIC et des postes consiste à mettre en place un organe doté d'attributs et de prérogatives d'organes de régulation, faire correspondre la présidence de l'instance délibérante avec celle de l'autorité, instituer une structure administrative sous la responsabilité du président du Conseil. Elle permettra de corriger les insuffisances, notamment de l'ordonnance numéro 2011-024 PRN du 28 septembre 2011 portant régulation du secteur des télécommunications TIC et postes à travers les meilleures pratiques des activités de télécommunications observées dans la sous-région et ailleurs en Afrique du Nord et en Europe. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel. Les présents projets de texte visent à créer un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de gestion du Fonds d'accès universel qui sera chargé d'assurer la mise en œuvre du Fonds de service ou et d'accès universel. La mise en place de cette agence contribuera à l'accroissement de l'offre de services téléphoniques et à l'amélioration de l'accès aux services de télécommunication au plus grand nombre d'usagers, en particulier en zone rurale. Un projet de décret fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité comprend
La réforme du secteur de la sécurité sera essentiellement déterminée par un Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité ayant pour mission de définir les orientations stratégiques et de fixer les priorités nationales en matière de réforme du secteur de la sécurité, d'apporter les appuis politiques, institutionnels, matériels et financiers nécessaires au processus de réforme, de prévenir et de gérer les actions ou les situations de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux de l'État et de ses démembrements, de donner son avis sur tout dossier de sécurité à lui soumis par le Premier ministre, d'évaluer périodiquement la mise en œuvre de la réforme. La mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République en matière de restructuration des forces armées et des services de sécurité pour en faire des forces républicaines respectueuses de l'état de droit dédiées à la sécurité et à la protection des citoyens maliens et de ses biens. Voilà, c'est tout pour ce communiqué du Conseil de cabinet. Le projet de développement des compétences et emploi des jeunes a lancé le fonds compétitif pour le secteur privé de la formation technique et professionnelle. D'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, il va renforcer les capacités des centres de formation professionnelle et aussi du personnel enseignant. Les secteurs concernés sont l'élevage, l'agro-industrie, les mines et l'artisanat. Daouda Sidiki Diarra. Le défi de l'emploi qui frappe le Mali en particulier et les autres pays en développement nécessite des initiatives qui se traduiront par des résultats. Au Mali, on estime à peu près à 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Sur les 200 000 qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, peut-être 10% vont trouver un emploi formel, c'est-à-dire dans le marché du travail formel, avec un contrat de travail, avec tout ce que cela comporte comme avantages et prérogatives. Le reste va être soit sous-employé, soit au chômage. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en place un projet dénommé Projet de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ. Il est financé par la Banque mondiale à plus de 32 milliards de francs CFA et va durer 5 ans. Le fonds qui vient d'être lancé ce jeudi concerne l'appui au secteur privé. Le fonds dont on parle aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 milliards qui vont servir donc à appuyer le secteur privé de la formation professionnelle et technique. En quoi faisant? En mettant en compétition des centres de formation privés qui vont donc avoir accès à ce financement. Le financement peut aller de 20 000 $, donc de 10 millions à peu près, jusqu'à 200 millions. Ces fonds sont des subventions, donc ne sont pas remboursables. Donc l'État est en train de faire des efforts énormes pour aller emprunter de l'argent sur le marché et puis venir renforcer leurs capacités. Tout ça dans l'optique de créer des emplois. Depuis quelques années, le secteur privé s'est fortement développé. Il accueille près de 80% des effectifs de l'enseignement technique et professionnel, caractérisé souvent par le manque de formation professionnelle dans les filières industrielles et agro-pastorales. Il nous faut encourager l'initiative privée dans ce sous-secteur et les promoteurs dont je salue ici l'accompagnement. Dans ce cadre, le PROCEJ a prévu la mise en place d'un fonds compétitif de soutien au secteur privé de formation technique et professionnelle à travers des subventions. Ce fonds financera essentiellement des dépenses d'équipement, d'ingénierie de formation et de formation des formateurs et des gestionnaires des établissements qui seront retenus à l'issue d'un processus de sélection dans la filière précitée. Il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans cette logique. Le PROCEJ a retenu des filières porteuses comme les bâtiments et travaux publics, l'élevage, les peaux et le cuir, l'agro-industrie, les mines et les métiers connexes. Le secteur privé face à la conjoncture économique, c'est le thème de la rencontre semestrielle entre le Conseil national du patronat du Mali et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Les participants à la rencontre ont aussi évoqué les taux de crédit et le financement des PME et PMI. Souleymane Kenza Sidibé. L'économie du pays est grippée. Il faut dégrossir l'atmosphère pour que la grande malade puisse se porter au mieux de sa forme, la forme compétitive. C'est à cet exercice que s'emploient depuis ce matin les cadres de la BCEAO et du CNPM pour sauver ce qui peut l'être. Les axes de réflexion portent sur le financement des PMI, PMI, la fiscalité et le taux de crédit au niveau des banques. Et à tous ces niveaux, il y a urgence de réajuster. Les préoccupations du secteur privé sont remontées.
une des questions récurrentes, c'est le financement des petites et moyennes entreprises et moyennes industries. Donc, et là, il y a un chantier qui va permettre de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Ça, c'est lié au fait que le secteur privé nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, ce secteur est un moyen important, c'est l'essentiel des entreprises, mais pour autant, son financement connaissait quelques difficultés. Pour le patron du CMPM, seule l'industrie est gage de développement. Mais d'ici là, il faut sauver les PME. Cela passe par la baisse des taux de crédit. Les PME, on a toujours besoin de financement. Et on a besoin aussi de s'agrandir. On a besoin d'être visible. Tout ça, c'est des financements que nous engageons auprès des banques primaires. Et c'est la Banque centrale qui prête aux banques primaires. Donc, comme le directeur est là, aujourd'hui, je pense qu'il est à 3,5%. Au niveau des banques primaires, s'il peut descendre à 1,5%, nous on aurait certainement emprunté à 3,5%. Donc l'économie peut être boostée. Avec une administration toute dédiée au secteur privé, une fiscalité flexible et la gouvernance financière étant de mise, pour les acteurs du jour, l'espoir est permis. S'imprégner des opportunités qu'offre le Centre régional de recherche agronomique de Sotuba afin de booster l'emploi jeune. C'est la motivation principale du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne qui a visité le dit centre aujourd'hui. Nous Sissoko. Les technologies du Centre régional de recherche agronomique de Sotiba CRRA peuvent servir de levier pour la création d'emplois jeunes. C'est la conviction du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. D'où cette visite de terrain pour explorer des opportunités. Nous avons vraiment vu des technologies ici qui peuvent nous permettre d'installer des milliers de jeunes en milieu rural, en milieu périurbain, pour créer de l'emploi et aussi faire la promotion de l'auto-emploi. Le CRRA de Sotiba a mis en place plusieurs technologies. Il s'agit notamment de semences hybrides, d'aliments pour la volaille et le bétail, de machinisme, de la transformation des produits locaux. À cela s'ajoute l'amélioration de la reproduction des animaux. Actuellement, on est arrivé à faire de sorte que les dromadaires qui ont mis bas en janvier sont déjà en gestation au mois de juin. Donc, moins de 6 mois, les femelles qui ont mis bas sont déjà en gestation. Donc, au lieu d'attendre 2 ans pour avoir 2 petits, maintenant, en 2 ans, on a 2 petits. Le miscanthus, c'est une espèce, c'est la première introduction au Mali, a beaucoup d'avantages, non seulement en termes de fourrage pour les animaux. À l'hectare, en quelques foches, on peut aller jusqu'à 80 tonnes. Et ça, si c'est bien conservé, ça suffit pour alimenter une trentaine de têtes pendant une année. Nous allons voir quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser à l'interne. L'APEJ est là, l'ANPE est là également. En matière de formation des jeunes qui vont s'installer, nous allons mettre à contribution le FAFPA. Bien entendu, nos 2 institutions, l'ONEF et l'UNIFOR, vont être mises en contribution aussi. Et en même temps, nous pouvons aussi voir sur les ressources extérieures dont nous disposons pour que très rapidement nous puissions aider les chercheurs et aussi que nous puissions installer les jeunes afin que ce qui est produit par la recherche puisse aller maintenant en terrain réel pour la vulgarisation, pour la création d'emplois, pour l'augmentation des revenus. Le ministre Babi entend vite mettre en place un cadre de concertation pour concrétiser ce projet. Lancement aujourd'hui des missions universitaires des régions de Sikasso, Tombouctou et Gao. L'activité vient concrétiser la décision du gouvernement malien de faire des régions du Mali des pôles d'attraction en matière de développement et de savoir-faire. Mamoudou Sidibé. Les missions universitaires des régions de Sikasso, Tombouctou et Gao viennent d'être lancées. Les membres de ces missions auront entre autres tâches d'identifier des filières de formation des différentes universités à créer, de préparer des avant-projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement des universités, d'évaluer les coûts des investissements et les budgets prévisionnels de fonctionnement des universités. Les choix des premiers sites se justifient aisément. Après la création de la première université régionale de Ségou, le choix des plus hautes autorités
s'est porté d'abord sur les régions de Sikasso, de Gao et de Tombouctou. Sikasso est une région qui regorge d'énormes potentialités agro-silvo-pastorales. En lien avec la politique de développement des agropoles, cette région a été retenue pour recevoir une des prochaines structures de formation universitaire. Quant à Gao et Tombouctou, la création d'universités dans ces régions vise à renforcer la cohésion sociale dans notre pays et la dissémination du savoir. Ces universités seront des maillons importants pour la consolidation de la paix dans notre pays. Elles seront des creusets où les filles et fils du Sud et du Nord se côtoieront, se connaîtront mieux et formeront ainsi une communauté de destin. S'agissant de la création d'universités dans les autres régions, le ministre est très rassurant. Je m'empresse d'ajouter que les régions de Mopti et de Kaï ne sont absolument pas oubliées et la création d'universités dans ces régions est déjà dans notre agenda. Les membres des missions universitaires, par la voix de leurs représentants, reconnaissent que les défis sont nombreux, mais pas insurmontables. 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Le thème 2015 porte sur la croissance des pouvoirs d'agir des personnes handicapées. La célébration s'est passée au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées. Alpha Mega, compte rendu. Cette dame vit avec un handicap visuel. Cet autre qui arrive à son lieu de travail. Non loin de là, cette autre dame menant des activités génératrices de revenus, et cela malgré son handicap. À la différence d'eux, dans les rues de Bamako, les démunis se livrent à la mendicité. Aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes actifs, malgré leur handicap, qui sont ainsi célébrés chaque 3 décembre de l'année. À cette occasion, le thème choisi pour célébrer la journée est « Accroître les pouvoirs d'agir des personnes handicapées ». Il s'agit ainsi pour chaque pays de réduire les obstacles et réunir les conditions d'une participation effective de tous les citoyens en général et des personnes handicapées en particulier à la vie de la société. Les personnes handicapées au Mali sont plus de 2 millions, soit 15% de la population selon une estimation de la Banque mondiale. Le lieu pour le département d'annoncer la bonne nouvelle pour les personnes handicapées qui ne doivent pas être considérées comme des parias. Le département en charge des personnes handicapées a initié et fait adopter le plan stratégique décennal 2015-2024 pour la promotion et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. L'application du plan stratégique pour la promotion et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées permettra de répondre aux nombreuses attentes des personnes en situation de handicap. La journée a été marquée par des notes tristes. L'annonce du décès de 2 jeunes de l'Union malienne des aveugles qui ont trouvé la mort suite à l'incendie dans les locaux de la structure. Conférence de presse du collectif des jeunes candidats aux élections de 2013. Ses membres ont donné leur avis sur des sujets d'actualité comme les attaques de barbarie. Nous devons, autour de cet événement douloureux, nous, classe politique malienne, nous devons nous compléter, nous devons nous additionner, au lieu de nous disperser et de nous contrarier. C'est pour cela, le CPC ici présent, nous lançons cet appel vibrant à l'union sacrée, majorité et opposition confondues. S'agissant de la visite d'État du président de la République en France, le collectif remercie et félicite Ibeka pour les honneurs dont le Mali a fait l'objet et les retombées financières pour notre pays. Autre action saluée par le CPC, c'est la récente loi du quota de 30% votée en faveur des femmes du Mali et la pose de la première pierre en 2 fois 2 voies de la route Bamako-Koulikoro. Un chantier qui, comme d'autres, laisse penser au CPC que le meilleur est à venir dans notre pays. La Cour constitutionnelle communique. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali porte à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation
de la liste définitive à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale d'Ansongo. Scrutin du 10 janvier 2016 aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 11h au siège de l'institution à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. L'amicale des anciens du service national des jeunes, à la faveur de l'adoption de textes instituant le service national des jeunes, le bureau de l'amicale et tous les anciens du service national des jeunes félicitent le président de la République, le gouvernement et le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne pour cette vision. L'amicale des anciens du service national des jeunes se félicite également de cette importante décision qui va permettre à des milliers de jeunes maliens d'intégrer les notions de civisme, de patriotisme et le réflexe de la défense nationale. La coalition malienne des défenseurs des droits de l'homme ouvre le débat sur la justice transitionnelle à travers un panel de haut niveau. Les participants ont été édifiés sur l'état de mise en œuvre de la justice transitionnelle au Mali, les obstacles liés à sa mise en œuvre également. Abdraman Meiga. La justice transitionnelle, son cadre juridique et institutionnel, les actions réalisées pour sa mise en œuvre et les obstacles liés à son effectivité au Mali, tels sont entre autres sujets abordés par les participants à ce panel sur la question. À travers la présente initiative, la coalition malienne des défenseurs des droits de l'homme offre aux participants un cadre d'échange sur la justice transitionnelle au Mali. La justice transitionnelle est une combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires pour affronter d'abord le passé, établir la vérité et mettre fin à l'impunité dans le but de favoriser la réconciliation nationale. En organisant la présente rencontre, la coalition malienne des défenseurs des droits de l'homme veut faire de la mise en œuvre de la justice transitionnelle une réalité dans notre pays, en ce sens que ce panel de haut niveau a été une occasion d'éclairer la lanterne des participants sur l'état actuel de la justice transitionnelle au Mali et d'appréhender les difficultés liées à sa mise en œuvre. Au niveau de la réparation, l'État malien a fait introduire un texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale en 2012 pour la prise en charge des victimes, à la fois de la rébellion mais également de l'insurrection armée, et un texte d'application devait être pris en charge. Ce texte d'application, aujourd'hui, je crois que tout le processus de finalisation a été initié. Il s'agit simplement pour le Conseil des ministres d'adopter ce texte-là. À l'issue de la rencontre, les participants formuleront des recommandations qui appuieront le Mali à atteindre ses objectifs en matière de réparation des préjudices causés par la crise multiforme de 2012 et de réussir la paix à travers la réconciliation nationale. À Gao, atelier de restitution des rencontres de sensibilisation conjointe, c'est ma plateforme pour le retour de la paix. La mission d'une dizaine de jours avait pour objectif d'expliquer aux communautés les engagements pris à Anefis entre les groupes armés, la plateforme et la SEMA. Drissa Kone. Depuis le 18 novembre dernier, des missions conjointes SEMA Plateforme ont sillonné tout le nord du Mali en 16 axes. Les cercles de Gao, Bourem et Ansongo comptent 4 axes et celui de Menaka 2 axes. Cette restitution concerne donc les 4 axes de Gao, Bourem et Ansongo. En clair, chaque mission a fait le compte rendu aux 60 participants composés de leaders d'opinion venus de différentes localités à cette rencontre. Nous avons parcouru 4 sites dans la région de Gao, du Haoussa comme dans le Gourma, pour apporter le message, un message de paix, un message de réconciliation, un message d'aller de l'avant et de laisser derrière nous cette mésentente. Ainsi, la SEMA et la plateforme, nous nous sommes donné la main et nous ne parlons que d'une seule voix. On a vécu 5 ans de crise. Aujourd'hui, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut que les populations aillent dans les hôpitaux pour se soigner. Il faut qu'il y aura une confiance entre le peuple qui se revendique de la SEMA et le peuple qui se revendique de la plateforme pour bâtir un Mali nouveau.
En retour, les participants ont fait des contributions de perfectionnement. Toutes ces activités ont été financièrement soutenues par le Centre humanitaire pour le dialogue CHD à près de 80 millions de francs CFA. Quelles sont les zones qui nécessitent une seconde mission, les zones sur lesquelles il y a des problèmes pour lesquels il nécessite d'engager une seconde mission et définir avec ces communautés qui sont sur le terrain, mais également avec les combattants de la CMA et puis de la plateforme, les prochaines étapes. Et tout cela rentre dans le cadre du processus d'accompagnement que le Centre HD est en train de mener dans le cadre du retour de la paix. Une rencontre similaire se tiendra à Ménaka dans les tout prochains jours. Plus de 175 millions de francs CFA pour valoriser les tiges de cotonnier pour la fabrication de panneaux à particules dans 3 pays de la sous-région ouest-africaine. Le projet lancé à cet effet est financé par l'UEMOA. Le compte rendu depuis Sikasso de Moussokoro Sereme. Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale et la culture du coton occupe une place de choix dans l'économie du pays. C'est fort de cette réalité que le Centre régional de recherche agronomique de Sikasso vient d'initier un projet visant à valoriser les tiges de cotonnier à travers la mise au point d'une technologie efficiente de fabrication de panneaux à particules. Il est dénommé Vaticop. Quantifier, mettre au point une méthodologie de fabrication et initier des acteurs qui pourront tirer profit alors de cette activité. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a les paysans qui, en plus du coton graine, auront l'opportunité de valoriser les tiges de cotonnier. Financé à hauteur de 175 millions de francs CFA par l'UEMOA à travers le Korafou-Wekar, ce projet qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux va s'articuler autour de 3 grands axes. Tout d'abord, il va falloir qu'on étudie en tout cas une technologie de fabrication de ces panneaux. Après, avec les menuisiers, les artisans, les commerçants, nous allons voir dans quelle mesure et avec quelle exactitude nous pourrons vraiment tirer le profit maximum alors de ce projet. Et en troisième lieu, nous avons l'ambition, à travers l'usine pilote qui sera installée en Karla, d'initier un certain nombre d'acteurs à ce travail et nous avons l'espoir que ça donnera l'opportunité de nouveaux emplois. Une démarche en phase avec la politique de modernisation et d'industrialisation des plus hautes autorités. Le projet ainsi lancé va durer 3 ans et couvrira 3 pays de notre sous-région, à savoir le Bénin, le Togo et le Mali. Prestation de serment ce jeudi au tribunal de grande instance de Sikasso du nouveau gouverneur de la région Buguzanga Coulibaly. C'était lors d'une audience solennelle présidée par Noumadi Kanté, président du tribunal de grande instance de Sikasso. Le banc du ministère public était occupé par Amadou Guindo, procureur de la République, près du tribunal de Sikasso. Buguzanga Coulibaly, pour d'autres informations, est un sexagénaire natif du cercle de Koutiala. Il est détenteur d'un diplôme en sciences appliquées de l'IPR-ISFRA de Katibougou. De l'autre côté, à Ségou, Georges Togo, gouverneur de la région de Ségou, a également prêté serment. La cérémonie a regroupé des responsables administratifs, politiques, de la société civile, le président du tribunal, tout comme le procureur de la République auprès du tribunal, ont tour à tour défini le serment professionnel et son importance avant de rappeler la mission régalienne de M. Togo. Lancement 4e région du projet d'inventaire des points d'eau modernes dans la région de Ségou. Avec la Direction nationale de l'hydraulique, il fournira des informations par rapport à l'accès à l'eau potable des populations de la région. Fousseini Samake. Ce nouveau projet dénommé Projet d'inventaire national des points d'eau modernes au Mali, ainsi lancé dans la région de Ségou, a pour objectif la mise à la disposition de la Direction nationale de l'hydraulique des données et informations par rapport à l'accès à l'eau potable des populations. Il est le fruit du partenariat entre l'État malien et ses partenaires UNICEF, KfW, la coopération suédoise, la SNV et la Fondation Akvo. La mise en œuvre de ce projet dans la région de Ségou vise la mise à disposition des données et informations exhaustives fiables par rapport à l'accès
et la qualité de l'eau potable des populations des villages, hameaux, sites, centres ruraux, centres semi-urbains et urbains par un inventaire exhaustif des différents ouvrages hydrauliques. Les responsables des collectivités et de l'administration s'engagent à accompagner la mise en œuvre de ces projets dans la région de Ségou. Les résultats attendus de ce projet sont extrêmement importants pour une planification conséquente des actions prioritaires pour davantage améliorer les niveaux de desserte des populations en eau potable. Selon les acteurs régionaux du secteur de l'eau, la région de Ségou compte 3714 forages équipés, 1118 puits modernes et 1100 bornes fontaines dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations. Même objectif à Caille pour le projet d'inventaire national des points d'eau modernes. Il identifiera les besoins de la région de Caille et élaborera un plan pour les objectifs de développement durable. Siaka Konate. Combien de points d'eau modernes la région de Caille compte-t-elle? C'est à cette question que tentera de répondre le projet d'inventaire qui vient d'être lancé en première région, initié par la Direction nationale de l'hydraulique, en partenariat avec l'UNICEF, la SNV, la KFW et la Fondation Agvou. Le projet a pour objectif d'améliorer les données et informations relatives à l'accès des populations à l'eau potable et recenser les besoins de toutes les localités de la région. On pourra, à l'issue de cet inventaire, faire ressortir de manière précise les localités qui sont pourvues et la fonctionnalité des points d'eau de ces localités-là, les localités qui sont déficitaires et les localités qui sont dépourvues, c'est-à-dire qui ne disposent d'aucun point d'eau moderne. Il s'agira dès lors de procéder à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets d'hydraulique pour doter ces localités-là. L'importance de ce projet n'a plus à démontrer quand on sait que selon les statistiques de 2014, le taux d'accès à l'eau potable dans la région de Caille est de 61% contre 63,8% pour le niveau national, ce qui est loin de l'objectif de 82% que le Mali s'était fixé pour les EMD. Malgré le nombre important de points d'eau réalisés par le gouvernement malien, la desserte en eau potable dans la région de Caille demeure encore très insuffisante. Il y existe de nombreuses localités qui se trouvent dans une situation d'urgence et qui souffrent durement du manque d'eau potable. Il existe 7158 points d'eau modernes dans la région de Caille, un chiffre qui ne prend pas en compte les nombreux ouvrages hydrauliques réalisés par d'autres acteurs. 20 enquêteurs seront déployés dans les 7 cercles pour cet inventaire qui permettra d'actualiser la base des données Sigma. Une forte délégation de l'ANPE était à Koulikoro dans le cadre du suivi des projets de création et de promotion d'emplois financés par l'agence. La délégation a visité le local des transformatrices de Koulikoro, bénéficiaires des prestations de l'ANPE. Daouda Kouane. L'ANPE a appuyé certains projets de création et de promotion d'emplois en deuxième région. Parmi les bénéficiaires, l'unité de transformation agroalimentaire des produits locaux. Cette unité a reçu la visite d'une délégation de la direction générale de l'ANPE accompagnée d'une équipe du conseil d'administration. L'idée est de renforcer la création d'emplois pour être en plein dans la logique de soutenir une volonté gouvernementale. À titre illustratif, cette unité de transformation des produits locaux, au niveau de laquelle l'ANPE a participé à hauteur de 3 800 000 en termes de renforcement des capacités, mais aussi de mise à disposition d'équipements de transformation, ce qui est très encourageant et ce qui rentre aussi en droite ligne de la vision du changement de son Excellence le Président de la République, notamment au titre de la création de 200 000 emplois à l'horizon de son mandat, au terme de son mandat. Et ceci donc nous montre à suffisance que cet objectif peut être atteint. Puisqu'il est mesurable, il peut être atteint et nous allons renforcer davantage la dynamique pour mieux embrasser le maximum des secteurs vitaux au niveau de différentes régions
pour pouvoir créer des emplois qui répondent à une certaine pérennité, mais aussi qui puissent répondre également aux besoins réels des communautés. La délégation s'est rendue chez son partenaire privilégié qui est la délégation régionale du Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Elle a aussi saisi cette occasion pour rendre une visite de courtoisie aux autorités administratives et politiques de la deuxième région. Partout où la délégation est passée, elle a été écoutée et encouragée dans le sens de la création de l'emploi. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a réellement réconforté et je pense qu'il faut encourager pour que cela continue. Cette étape de Koulikoro est le début d'une tournée à l'intérieur du pays. Le Mali ne sera pas un acteur de complément à la COP21, se contentant d'un rôle accessoire au débat mondial sur les changements climatiques. Découvrons plutôt la contribution de notre pays dans ce magazine signé Lamine Tchekoura Koulibaly. La survie du règne animal et végétal, donc de la vie sur Terre sous toutes ses formes, se discute actuellement à Paris. La COP21 s'articule autour de 5 thèmes. Retenons-en 2 principalement. Nous allons surtout parler d'atténuation. Il a été demandé à chaque pays d'évaluer un peu ses secteurs d'émissions de gaz à effet de serre pour essayer de diminuer cette quantité-là pour que le réchauffement ne dépasse pas 2% d'ici 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Nous allons également parler de l'adaptation, que nous essayons de modeler notre production, en tout cas d'orienter notre production pour pouvoir faire face donc aux effets. L'essentiel des pays africains ont beaucoup mis l'accent sur les programmes d'adaptation au changement climatique. La COP21 doit déboucher sur l'accord de Paris. La problématique de son financement reste une question ouverte, posée en particulier par les pays pauvres. Tout le monde est d'accord qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle le Fonds vert climat. Ce fonds a été créé en 2012, capitalisé aujourd'hui à hauteur de 10 milliards de dollars, bientôt 16 milliards de dollars par rapport aux dernières contributions enregistrées. L'objectif du fonds, c'est de pouvoir capitaliser annuellement 100 milliards de dollars. Les pays sont attendus par rapport à la contribution qu'ils vont faire pour relever la capitalisation actuelle du fonds. Et pour l'instant, je crois que la tendance est en train d'aller vers une répartition entre atténuation et adaptation de 50%, 50%. Le Mali a été vraiment un des pionniers et aussi un des avocats des grandes négociations. Le Mali est le seul pays de l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, à avoir 2 contrats sur les grandes centrales solaires thermiques. Le Mali vient aussi avec un nouveau modèle de barrage hydroélectrique et de Kenyé. On est très vulnérable et on vient avec des modèles en me disant qu'aujourd'hui on peut aller vers la technologie verte, on peut aller vers les énergies renouvelables. Ça a été très ingénieux de la part du Mali d'organiser la grande rencontre des ministres sur le bassin du fleuve Niger, donc pour venir aussi montrer que ce fleuve est menacé. Et aussi on est dans des groupes de négociation très importants, le groupe des 70 avec la Chine. En plus de cela aussi, le Mali subit aussi une des conséquences des changements climatiques, qui est aujourd'hui la crise sécuritaire. Avec ça, les autorités maliennes vont avoir des éléments de plaidoyer. Que faut-il faire pour que Paris ne soit pas une rencontre de plus? Il faut non seulement donner un caractère juridique contraignant aux accords de Paris, mettre en place un dispositif de suivi des accords de Paris dans chaque pays. Ce qu'il faut que Paris ne soit pas une rencontre de plus, je pense que nous avons des éléments de ça qui nous permettent d'être optimistes. C'est d'abord l'engagement politique. Quel est le pays aujourd'hui qui invite tous les dirigeants du monde, malgré ce qui est arrivé à Paris le 13 novembre passé d'être là? C'est le président américain Obama. Il dit tout le monde doit être à Paris. Qui dit aujourd'hui qu'il faut un accord contraignant à Paris? C'est la Chine qui a rejoint rapidement un pays qui n'était pas présent dans les grandes négociations. C'était le Canada. Mais avec les élections qui viennent de se passer, le Canada a rejoint les négociations et est en train vraiment de travailler dans le sens d'avoir un accord avec l'engagement du gouvernement français et de l'Union européenne et aussi les pays africains. Il y a énormément de signes positifs qui font croire que Paris sera une réussite et pas une rencontre de plus. Quelles peuvent être les conséquences d'un désaccord à Paris? Je pense que les accords à Paris seraient encore catastrophiques. Parce que le climat qui a changé ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas d'État. Toutes les vies humaines dans le monde, toutes les vies animales dans le monde, toutes les vies vitales dépendent du climat. Par le fait de la circulation atmosphérique? Bien sûr.
par le fait que toutes ces vies dépendent dans une large mesure des éléments du climat. La température, l'humidité, les pluies. Autrement dit, toutes ces vies maintenant ont des valeurs limites de température, d'humidité, d'éclairement, de vent, entre lesquelles ces vies vivent. Si ces valeurs donc sont dépassées, il n'y a pas de vie. Donc ces valeurs maintenant sont appelées à leur seuil de tolérance écologique. Donc un désaccord à Paris veut dire aussi, est synonyme aussi vraiment d'une marche encore vers un cataclysme global. Ce cataclysme pourrait survenir au bout de combien d'années? Je ne saurais vraiment vous le dire. On n'en a pas pour longtemps, selon les perspectives les plus pessimistes, vu le taux de concentration des gaz à effet de serre. Les dirigeants du monde, développés et sous-développés, sauront-ils taire leur antagonisme pour une fois et sauver l'humanité du cataclysme? Cataclysme prévisible, croient savoir certains, et que Dieu infligerait à ces créatures égarées. Mais science et croyances font-elles bon ménage? Dans tous les cas, il faut agir dès maintenant. Demain sera trop tard. Tout à fait, Lamine Tchekoura. Merci de nous avoir suivis. Demain 10h-13h, Amadou Sankaré. 18h-20h, Amara Mali Diallo. Très bien. À très bientôt.